Donc, tout d'abord, bienvenue à tous. On va essayer de passer une bonne soirée ensemble, mais j'en doute pas. Je démarre déjà par remercier Marine, Eric et tous ceux qui se sont agités pour que cette soirée soit organisée, que ce soit une réussite. Les intervenants, on verra plus tard, mais on va vous les présenter en détail, ils vont s'exprimer, donc je ne vais pas commencer par ça. Donc déjà, les usuelles considérations d'usage sur l'utilisation du Zoom, on est un peu tous rodés à ça maintenant, malheureusement. Mais donc, déjà vous prévenir que la session là va être enregistrée et mise ensuite sur notre chaîne YouTube du CEL. Donc voilà, vous êtes au courant. On n'est pas très nombreux, donc je pense qu'on pourra faire un échange assez direct, mais quand même pour fluidifier peut-être s'il y a beaucoup de demandes de parole, vous pouvez utiliser le chat, donc c'est en bas, hein, ça affiche un petit écran et donc vous pouvez parler à tout le monde ou vous adresser à quelqu'un en direct. Mais en tout cas, on reprendra tout ce que vous écrirez dans ce chat. Donc ça démarre fort, donc je vous laisse lire comme ça vous fait un peu d'usage. Sinon, vous pouvez lever la main aussi dans le petit onglet participants, c'est une manière de vous manifester aussi. Donc je me tourne vers Marine, je crois que pour la technique, ça suffit. Je pense que c'est assez pour tout le monde. Donc vous avez les micros, évidemment, qu'il faudra actionner si vous voulez parler, si on vous donne la parole. Et c'est mieux de les garder fermés le temps des interventions, comme ça ne fait pas de bruit parasite. Mais de toute façon, comme hôte, nous avons le pouvoir de vous les couper. Donc voilà, vous restez maître de la situation. Voilà, donc si tout le monde est OK, on va dans le vif du sujet maintenant. Donc je vous représente peut-être un peu le cadre général des Transition Day. Donc vous avez vu que cette année, on l'a étalé sur 9 mois. Donc, et on a pris donc le symbole de la maison et chaque mois, on se remet dans une pièce qui nous permet d'aborder des thèmes différents liés à la pièce en question. Donc, c'est bien l'idée de parler avec ce qui nous touche au plus profond, à savoir notre lieu d'habitation et ce qu'on fait dans ces différents lieux. Donc, nous sommes ce mois-ci dans le bureau. Donc, le bureau, on y fait quoi? On gère ces questions d'argent, de travail. On a du matériel bureautique et c'est les thèmes qu'on va aborder tout au long de la semaine. Donc, peut-être on aura le plaisir de vous revoir à d'autres soirées. Alors, moi, je m'occupe du projet Reconomy dans le CEL, donc dans la plateforme de transition. Alors, finalement, c'est assez logique de traiter d'économie quand on est dans une maison, parce que vous savez sûrement, mais économie, ça vient du grec ökonomia, qui veut dire donc étymologiquement, je vais y arriver, l'administration de la maison, du grec oikos, la maison, et nomos, gérer. Donc, on est vraiment dans notre domaine-là. Et donc, l'économie, c'est ce qui va rassembler toutes les activités humaines qui sont tournées vers donc, la production, l'échange, la distribution et la consommation de biens et services. Donc, on est dans le sujet, mais on ne va pas vous faire des grandes conférences théoriques, mais on va vous expliquer quand même comment ça marche, toujours avec l'esprit un peu de l'éducation populaire, de conscientiser pour s'émanciper, donc de comprendre comment ça marche pour pouvoir agir sur notre quotidien. Donc, l'art économie, un petit mot quand même, pour nous, c'est de repenser l'économie complètement, en fait, de faire exploser les cadres, de changer vraiment de paradigme, d'imaginaire économique et de se laisser ouvert, en fait, toute une possibilité de repenser justement l'organisation des échanges et de la production de biens et de services. Alors concrètement, nous, on est une toute petite équipe qui, donc, avec une communauté d'entrepreneurs et co-créateurs, avec Cécile Devroy, on a monté une coopérative multimétier et incubateur couveuse d'entreprise avec Antonine. Et le lieu où on est ici, c'est Facilitech. On est à Esch et c'est un lieu pour accueillir les projets d'économie circulaire, d'économie partagée, espace de coworking. On aura un Fab Lab bientôt, etc. avec Caroline. Je suis content d'ailleurs de présenter ces projets des animatrices parce qu'on a lancé la soirée avec que des hommes. Donc, pour dire, il y a aussi beaucoup de femmes qui agissent sur l'économie. Je tenais à le dire parce que je ne voudrais pas qu'on donne l'idée que l'économie, c'est un truc de mec et qu'on ne fait pas attention à ça. Voilà. Mais on aurait peut-être dû réfléchir quand même à avoir des intervenants top pour la prochaine fois, promis.
Et puis, on intervient aussi dans les quartiers. Ça va nous ramener beaucoup à la soirée de ce soir, donc avec Eric qui se présentera tout à l'heure, qui fera l'introduction de la soirée, qui intervient sur quartier Esch Économie. On a Sarah aussi sur Vils. Donc, tout ça pour dire qu'on intervient vraiment concrètement avec les gens et donc sur des projets concrets, toujours dans la transition écologique citoyenne. Vous êtes familiers maintenant. Donc, sur quoi on peut agir dans l'économie? Déjà, pour avoir un impact, le meilleur moyen de ne pas faire de dégâts, c'est de produire moins et donc de consommer moins. Et ça, on va l'aborder sous un angle un peu particulier jeudi avec le revenu de base ou le revenu d'existence. Parce que dans la frénésie de nos vies, de nos revenus, de nos emprunts, voilà, on est dans un tourbillon, on est dans notre roue de hamster. Et le revenu de base, c'est un des moyens de sortir de cette frénésie et de se donner un matelas pour faire ce qu'on a de plus profondément ancré en soi, pour nous réaliser, pour nous épanouir, pour vivre dans sa communauté et dans l'environnement. Donc ça, si ça vous intéresse, c'est jeudi, avec un témoignage allemand tout à fait intéressant. Demain, avec notre partenaire Etika, j'en profite pour saluer, j'ai vu qu'il y a Magali qui était là, on va parler de la question de l'argent. L'argent, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on l'investit? Où est-ce qu'on l'épargne? Comment on l'utilise? Comment on l'investit? Et on verra ça avec Etika demain soir, donc sur voilà, la monnaie, comment ça fonctionne et comment on peut peut-être orienter son argent dans des choses plus éthiques et plus solidaires. Gros sujet en ce moment au Luxembourg, même avec l'argent d'État d'ailleurs. Et ce soir, donc très heureux d'inaugurer ce triptyque. On peut dire quadriptyque même, puisque vendredi, on traitera de la question de la bureautique avec nos amis de BL. Et voilà, donc là, ce sera dans l'après-midi. Donc, très important aussi, hein, quand on parle de sortir des GAFAM, voilà, du matériel qu'on utilise, des outils informatiques. Donc, on verra ça avec eux. Donc, ce soir, la monnaie. Alors, pour nous, ce n'est pas un sujet comme ça hors sol, parce que dans le travail qu'on fait dans les quartiers, c'est déjà un peu apparu. Donc, l'année prochaine, sur Esch, on va lancer un peu des prospectives auprès des commerçants, auprès des habitants, de voir si on peut lancer quelque chose. Et on a l'immense chance au Luxembourg d'avoir quelqu'un qui a défloré le terrain, qui a depuis de nombreuses années maintenant exploré cette voie et mis en œuvre donc une monnaie, le Beki, donc avec Max, que je salue, mais je le laisserai le présenter par Eric. Donc on va s'inspirer de tout ça, on va s'inspirer de ces portes qui ont été ouvertes, et il va nous expliquer aussi qu'est-ce qui se cache derrière. En fait, ce n'est pas juste changer ses sous comme au Monopoly, mais il y a beaucoup plus derrière. Ça, c'est le teasing, j'ai trouvé mieux. Et puis, pour ne pas rester confiné entre nous, on a invité donc Thibaut de l'Épi Lorrain, et c'est nos voisins, mais c'est toujours intéressant de voir effectivement ce qui se fait ailleurs et ce que ça aurait aussi d'un peu différent de ce qu'on fait ici au Luxembourg. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. On va démarrer par Max, on fera des rounds de questions de clarification, puis ensuite du débat à la fin si vous avez encore l'énergie, si vous avez plein de questions, si vous avez envie de poursuivre plus loin. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Oui, j'ai parlé 3/4 d'heure, donc il nous reste 10 minutes pour les… Non, c'est pas vrai. C'était peu long quand même. Eric, tu nous présentes les intervenants, parce que si tu ne me coupes pas, je vais faire toute la soirée. Brièvement, comme tu as plus ou moins déjà tout dit. Donc, on a avec nous ce soir Max Silbert qui va nous présenter le Beki. Le Beki est la première et seule monnaie locale qui existe actuellement au Luxembourg et qui s'étend sur tout le canton de Redange, donc à l'ouest du Luxembourg. Et puis, on a aussi avec nous Thibaut Vincent de l'autre côté de la frontière. Donc, Thibaut va nous présenter l'Épi Lorrain, monnaie locale citoyenne qui circule en Lorraine belge, donc notamment dans la Gaume et dans le pays d'Arlan. Donc, Max, il va commencer et puis il sera suivi par Thibaut. Les questions de compréhension, vous pouvez les poser directement après les interventions. Sinon, pour les questions générales et pour l'échange, ce sera après les deux présentations. Voilà, je m'arrête déjà là et je passe la parole à Max Hilbert pour nous présenter le Beki. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction, Eric, je peux dire Eric. Et les invités d'être venus.
virtuellement. Merci. Donc, je peux commencer tout de suite. En fait, je vais un peu parler du système monétaire prédominant pour expliquer à base de cela pourquoi on a fait une monnaie régionale. Et puis, je vais un peu plus en détail décrire le béquille. Donc, pour commencer, en fait, il faut dire qu'un système monétaire n'est jamais neutre. On a tendance à croire que l'argent, c'est juste l'argent, c'est neutre, ça dépend de qu'est-ce que les gens vont faire avec, s'ils vont faire un bon usage, etc. Mais en fait, il y a toujours une logique prédéfinie dans un système monétaire. Et ça, je vais un peu expliquer. Donc déjà, il y a certains mythes qui existent dans notre société. Par exemple, la majorité des gens croient que ce sont les banques centrales qui créent la monnaie. Ce que moi j'ai appris à l'école aussi, c'est que si on reçoit un crédit d'une banque, en fait, on reçoit de l'argent que quelqu'un d'autre aurait déposé auparavant à la banque. Alors, bon, ces deux choses-là, ce sont des mythes et ils ne sont pas vrais. En fait, comment l'argent est créé? Mais en fait, si vous allez à la banque et vous demandez un crédit, vous signez que, disons, la banque vous accorde les crédits, donc vous signez que vous devez, disons, 10 000 euros à la banque, et donc ensuite la banque va vous placer 10 000 euros sur votre compte courant. Et en fait, ils vont simplement l'inscrire. Ils n'ont pas besoin de les avoir parce que tout simplement, l'argent qu'ils placent sur votre compte courant, en fait, ça veut dire que c'est une dette envers vous. La banque vous doit 10 000 euros. Donc, ça revient à zéro. Vous devez 10 000 euros à la banque doit 10 000 euros à vous. Et donc, simplement, ils ont juste prolongé leur bilan et ça revient à zéro. Bon, bien sûr, il y a les intérêts à payer et on va en parler plus précisément encore. Donc, voilà, là, vous avez reçu les 10 000 euros justement pour payer quelque chose. Donc, vous allez payer ça sur un autre compte. Et ainsi, juste pour vous montrer encore, si vous ne me croyez pas, j'ai quand même… Voilà, ça c'est la Bank of England qui a dit en fait que one common misconception is that banks act simply as intermediaries, lending out deposits that savers place with them. Whenever a bank makes a loan, it simultaneously creates a matching deposit in the borrower's account, thereby creating new money. Donc, c'est ainsi que l'argent est créé. Et donc, voilà, ça va, vous allez payer quelque chose et en fait, ce sera sur un compte de quelqu'un d'autre. Et comment est-ce que je continue ici? Ah oui, voilà. Et par les intérêts composés, les actifs en banque s'accroissent exponentiellement. Donc, dans la nature, chaque organisme, en fait, connaît au début une croissance au début de sa vie, il croît très vite et puis la croissance se ralentit. Un organisme, en fait, il s'accroît pour atteindre sa taille idéale, on peut dire. Et avec le système monétaire, ben, c'est justement l'inverse. Ça s'accroît doucement au début et par le fait de la croissance exponentielle, ça s'accroît très vite. Alors maintenant, comme avec le corona, on a un peu la chance de comprendre ce que ça veut dire une croissance exponentielle. Parce que normalement, on n'a pas l'habitude. En fait, toutes les choses qu'on connaît en nature qui s'accroissent qui s'accroissent exponentiellement, c'est des maladies comme un cancer ou une bombe atomique aussi. Elle connaît une croissance exponentielle. C'est jamais du bon. Mais bon, d'un autre côté, on peut dire que c'est quand même génial que automatiquement, l'argent qu'on a en banque, ça s'accroît exponentiellement par les intérêts composés ou bien par plus général le rendement de capital. Et donc, j'ai lu ça il y a quelques années dans le Luxembourg Avort, les Luxembourgeois deviennent de plus en plus riches. Ils ont regardé les actifs en banque et en général, ils s'accroissent. Donc, on devient de plus en plus riche. Alors qu'il faut dire malheureusement que chaque actif en banque, comme je viens de l'expliquer au début, connaît sa contrepartie, ce qui est la dette. Donc, on a toujours d'un côté les actifs en banque et d'autre côté les dettes. Et en gros, ça revient à zéro. Et donc là, si les actifs en banque s'accroissent, ben ça veut simplement dire aussi que les dettes s'accroissent. Et là, vous voyez dans le graphique,
bon, ça parle de l'Allemagne, mais c'est partout la même chose. Vous voyez en haut les actifs financiers et en bas les dettes, et vous voyez que c'est un peu pareil. Aussi, on a tendance à croire que si on n'a pas de dette, on ne paye pas d'intérêt ou pas de rendement en capital. Alors, ce n'est pas vrai, parce que dans toutes les choses qu'on consomme, si on achète quelque chose, on paye les intérêts de l'industrie. Si nous payons nos impôts, nous payons aussi les intérêts de l'État. Ce qui est logique parce que tout le monde, les entreprises, elles doivent bien sûr calculer le prix de leurs marchandises et le coût du capital, c'est un coût, donc ça doit être inclus dans ça. Et donc, nous voyons ici, en fait, la relation. Donc, qui est-ce qui profite de ce système monétaire? Vous voyez de gauche à droite, ce sont comment dire, les ménages, les plus pauvres à gauche, les plus riches à droite, les 10%. Et vous voyez en gris les dépenses des ménages. Vous voyez en rouge les intérêts qui sont inclus dans le prix des marchandises qu'on achète. Et en noir, vous voyez les intérêts qu'encaissent les ménages. Et on voit très bien que c'est juste les derniers 10%, les 10% les plus riches, qui en fait profitent de ces systèmes. Les autres, tout le temps, ils payent dessus. Voilà, ce qui compte pour une entreprise en particulier, donc elle doit, si elle fait un prêt, si elle fait un prêt, donc elle doit aussi rembourser les intérêts et donc elle doit produire plus et vendre plus et donc s'accroître. Et ça compte en fait pour toute l'économie en général. Donc maintenant, si on s'imagine que voilà, on a le PIB, ça c'est juste un exemple, ce n'est pas des chiffres exacts, hein. Prenons le PIB comme un gâteau à distribuer. Et donc, par exemple, les salaires doivent être payés par le PIB. D'un autre côté, les intérêts ou bien le rendement en capital, ça doit aussi être payé, financé par le PIB. Et en fait, le montant des intérêts ou le montant du rendement de capital s'accroît d'année en année par la logique du système monétaire inhérent. Donc, ça veut dire simplement que voilà, cette partie-là, ce montant, il s'accroît et donc il reste moins pour les autres. Donc, ça veut dire les entreprises, ben, elles doivent baisser les salaires ou mettre des gens au chômage, etc. Ou bien, la solution, soi-disant solution que la politique a trouvée, c'est la croissance. On fait un gâteau plus grand, ce qui veut dire croissance économique. Et donc, ainsi, c'est possible que tout le monde reçoit le même morceau qu'auparavant, qu'on n'a pas besoin de baisser les salaires, etc. Mais bien sûr, ça cause les problèmes qu'on connaît liés à la croissance économique. Donc, par la logique du système monétaire, on connaît c'est un système qui a besoin d'une croissance économique permanente. Et donc, c'est un système qui essaye d'intégrer tout dans ce système. Des choses qu'on connaît qu'il y a, je ne sais pas, 40 ans, qui par exemple ont été faits à la maison, disons, les gens avaient un jardin, ou bien il y avait 3 générations dans une maison, les vieux gardaient les enfants, les autres gardaient les vieux, etc. Mais tout ça, c'est payant aujourd'hui. Les vieux sont comment est-ce qu'on appelle ça, centre de soins, les petits sont à la crèche, etc. Pour tout est payant. Donc, on intègre un peu tout dans ce système. Et bien sûr aussi, c'est un système qui tend à l'expansion dans tous les domaines et aussi géographiquement, donc globalement. Donc, il nous oblige à étendre le système et il nous oblige à faire la mondialisation, à s'accroître tout le monde. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on transforme toutes les richesses naturelles en des richesses abstraites monétaires. Ce qui veut dire, en fin de compte, bien sûr, simplement, on détruit toutes les richesses naturelles pour en faire de l'argent. Et voilà, à la fin, on traite notre planète comme si, simplement, on pouvait acheter un nouveau quand il est cassé. Et, donc, bien sûr, la fin de cette histoire, logiquement, on peut être qu'on a plein d'argent, mais on vit sur une planète qui est
détruite. Donc, pour un peu récapituler, on n'a pas de crise financière, mais on a un dilemme qui existe tout le temps avec ces systèmes monétaires. Donc, on a ces intérêts composés toujours positifs, ou bien qui amènent à une croissance permanente et exponentielle des actifs financiers. Cela met de la pression sur l'économie, puisque les dettes s'accroissent, et donc les intérêts à payer s'accroissent. Et donc, on a d'un côté la redistribution, donc des gens qui travaillent envers les capitalistes, pour le dire simplement. Donc, on doit travailler de plus en plus pour financer cette croissance des actifs en banque. Si ce n'est pas possible, voilà, les salaires doivent être baissés, les gens doivent être mis au chômage, ou bien on voit des entreprises qui font faillite. Donc, ce n'est pas une solution. De l'autre côté, pour éviter cette situation, on essaye de faire la croissance de l'économie, ce qui mène à la mondialisation, avec tous les effets néfastes que cela a sur l'environnement. Donc, la mondialisation n'est pas un choix, hein, ce n'est pas un libre choix, la croissance économique, la mondialisation, ce n'est pas un choix libre, on est un peu obligé à le faire par la logique du système monétaire, puisque tous ces actifs financiers ils ne peuvent pas être investis au Luxembourg ou en Europe, donc on doit les investir ailleurs pour que ce rendement puisse se faire ailleurs. Pour les régions rurales, cela veut dire que l'argent placé en banque dans les régions rurales, la relation entre l'argent placé en banque et l'argent réinvesti dans les régions rurales, c'est entre 4 à 1% jusqu'à 6 à 1%. Donc, on finance nous-mêmes, avec notre argent qu'on a en banque, on finance la délocalisation des entreprises, la mondialisation, etc. Et donc, voilà, ça c'est un peu la logique derrière la création des monnaies locales. Je suis sûr qu'après, Vincent Thibault, il va vous expliquer un peu autrement, je suppose. À voir. Mais bon, c'est ça la logique. Pourquoi faire une autre monnaie? Et donc, le BECI, voilà, c'était un projet financé par le programme européen LEADER. Moi, j'ai commencé à travailler en 2011. On avait lancé une soirée d'information. Ensuite, on a créé un groupe de travail des citoyens. C'était en 2011. Et ensuite, une année plus tard, ce groupe de travail citoyen a créé l'association de CARE. Et en janvier 2013, les premiers BECI sont sortis. Voilà, vous voyez la photo du moment où on a créé l'association. Des gens de toutes sortes. Bon, le BECI, comment ça marche? Juridiquement, ce sont des bons d'achat entre membres d'une association. Ils sont imprimés, bien sûr, sur du papier sécurisé. Il y a des coupures de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 BECI, pas plus. Ils sont couverts à 100% en euros et un BECI équivaut à 1 euro. Et ce qui veut dire que simplement, on peut régler les montants en centimes en euros centimes. Donc, comment ça marche en pratique? Pour avoir des BECI, vous pouvez aller à la banque. Il y a toutes les banques qui sont à Redange qui participent et vous pouvez échanger vos billets euros, vos billets BECI, ou bien vous pouvez soi-disant enlever des BECI de votre compte courant, soi-disant parce qu'en fait, si vous voulez le faire, vous faites un virement de votre compte sur le compte de notre ASBL et vous recevez les BECI en contrepartie. Donc, nous gardons les euros pour justement que les entreprises qui veulent rechanger leurs BECI en euros pour pouvoir les leur donner. Mais s'ils le font, si les entreprises changent les BECI en euros, ils vont perdre 5%. Et c'est très important parce que justement, ça c'est pour les inciter à ne pas les rechanger. Donc, ils essayent le plus possible de continuer à dépenser leurs BECI. Et c'est ainsi que toute une réaction en chaîne d'achats régionaux est créée. Donc, et on crée un réseau de coopération
entre les entreprises. On peut dire les béquilles s'échangent à peu près pendant une année, à peu près 10 fois, 9 à 10 fois. Voilà. S'ils le changent quand même, ils vont donc perdre les 5%. Nous prenons 2% pour nos frais de fonctionnement et 3% sont ou bien donnés à une bonne cause ou bien celui qui va changer ses euros en béquilles, il peut avoir pour 100 euros 103 béquilles. C'est en gros comment ça marche. Le plus important, donc, c'est cette perte de 5% et que les entreprises essayent d'éviter cela et donc continuer à les dépenser localement et créer un réseau de coopération inter-entreprises. Oui. Bon, pour vous dire, une monnaie locale, ce n'est pas juste un outil économique, mais c'est aussi un outil, ça s'inscrit dans le développement durable avec les aspects que cela a, donc l'écologie, le social, etc. Et je vais revenir un peu sur une étude qui a été faite sur le béquille, entre autres, pour vous montrer si ça marche. Est-ce que tout le monde m'entend bien? J'ai vu que tout le monde m'entend bien? J'ai vu que mon Internet est faible. Oui, je crois que bien. Oui. Ok, ça va. Voilà, donc on va voir, est-ce que ça marche? Est-ce que le but qu'on a, est-ce qu'ils sont réalisables avec une monnaie locale? Et donc, pour commencer, ici, vous voyez, en fait, bon, je dois dire, c'est très vieux, j'ai fait ça en 2013 ou 2014. On a demandé nos membres s'ils utilisent les béquilles, qu'ils utilisent souvent ou régulièrement, et s'ils ont changé leurs habitudes de consommation. Et donc, on voyait clairement que les gens qui n'utilisent pas le béquille n'ont rien changé. Ceux qui utilisent parfois ou assez souvent le béquille ont un peu changé. Et ceux qui l'utilisent régulièrement ont dit qu'ils ont beaucoup changé. D'ailleurs, on les a demandé de nous donner des exemples précis, ce qu'ils ont fait. Donc, ce n'était pas inventé. Donc, ça, déjà, ça a marché. Ça, c'est la première étape. Motiver les citoyens à acheter local. Ça, c'est la première étape. Après, ça doit continuer à circuler parmi les entreprises. Et donc, là, vous voyez un peu la masse béquille en circulation depuis le début, donc depuis 2013 jusqu'à novembre 2020. Ce que vous voyez, c'est que ça a pris à peu près presque 2 ans jusqu'à ce que la masse qui reste en circulation, parce que, juste pour le dire, donc, les gens qui vont chercher les béquilles à la banque mettent des béquilles en circulation. Les entreprises qui les réchangent en euros les sortent du système. Et ce que vous voyez là, c'est ce qui reste dans le système. Et donc, on voit que ça a pris à peu près 2 années jusqu'à ce que cette somme s'accroît assez remarquablement. Pourquoi? Ben, je pense qu'au début, c'est une question de confiance. Les entreprises avaient des soucis que voilà, ils vont trop perdre avec les 5%, donc ils ont toujours essayé de ne pas accepter trop de béquilles. Parce qu'en fait, nous faisons des contrats avec toutes les entreprises et ils ne sont pas obligés d'accepter plus que 200 béquilles par facture. Donc, s'il y a une facture de 500 euros, les entreprises sont libres de dire bah, je prends juste 200 béquilles et le reste, tu payes en euros, s'il te plaît. Et c'est ce qu'ils ont fait un peu au début. Mais au fil du temps, on peut dire une spirale positive s'est créée. Parce que si moi j'ai une entreprise et je sais que là où d'autres entreprises où je veux acheter, elles n'acceptent pas juste mon 200 béquilles, mais 2000 béquilles, ben moi aussi je peux accepter 2000 béquilles parce que je sais que je peux continuer à les dépenser. Et donc c'est ainsi que cette spirale positive s'est formée et qu'il y a de plus en plus de béquilles en circulation. Voilà, on reste un peu avec les effets économiques. Donc, quelques chiffres. Depuis le lancement du béquille, 1,3 million d'euros ont été échangés en béquille. Les 3% qui sont donnés à une bonne cause, ben, c'était de 38 000 euros.
Et les dernières 3 années, en moyenne, on avait à peu près 155 000 béquilles en circulation. Le chiffre d'affaires de toutes les entreprises pendant cette période, annuellement, était à peu près de 1,4 million des béquilles. Bon, cela correspond en général, parce que ça varie beaucoup, cela correspond à peu près à 1% ou 2% de leur chiffre d'affaires. C'est une moyenne. Bien sûr, ça dépend largement de la sorte de l'entreprise. Par exemple, on a des artisans, on a 2 constructeurs de toits, des toiteries. C'est évident que c'est rare qu'eux, ils encaissent des béquilles. Ou bien on a une grande entreprise Robin qui fabrique des lacs et des couleurs. C'est une très grande entreprise. Bon, là, le chiffre d'affaires en béquilles, c'est 0,0 quelque chose. Par contre, alors on a d'autres entreprises comme le restaurant Moulin de Beckrich. Là, c'est 20-25% du chiffre d'affaires, c'est en béquilles. Mais en général, on peut dire c'est de 1 à 2%. Donc, on pourra dire ce n'est quand même pas énorme, hein, 155 000 béquilles en moyenne en circulation, c'est pas énorme, ça revient à 3 salaires moyens annuels au Luxembourg qui circulent. Mais d'un autre côté, ça montre l'efficacité d'un tel système monétaire. Parce qu'on a à peu près 100 entreprises qui participent. Et en fait, on peut dire que les 3 salaires, si on s'imagine que vraiment ce sont 3 personnes qui changent tout leur salaire en béquilles, ben c'est 3 personnes qui font, disons, juste 1% du chiffre d'affaires des entreprises. Dans le canton de Redange, qui a quand même presque 20 000 habitants. Donc c'est fou. Ça veut dire si 300 personnes échangeraient tout leur salaire en béquilles, ben ça revenait à 100% du chiffre d'affaires. Donc là, on voit, moi personnellement, vraiment, je trouve ça assez étonnant et vraiment que ça montre comment c'est efficace un tel système monétaire, que juste 3 personnes sont responsables de 1 à 2% du chiffre d'affaires des entreprises qui participent. Aussi, ce chiffre, ça suffit déjà pour quand même motiver les entreprises à changer de leur comportement. C'est-à-dire, par exemple, il y a un grand supermarché qui participe, il paye sa facture électricité en béquille. Et c'est une grande somme. Donc, le fournisseur d'électricité, il a changé l'assureur et l'assureur, en contrepartie, pour dépenser ses béquilles, maintenant l'assureur, il achète l'énergie verte, donc il lui remet les béquilles en fait. Pour citer un exemple. Ou bien, on incite aussi les entreprises à investir leurs béquilles sans que nous, vraiment, comment dire, sans qu'on est vraiment actifs. Donc, on a plusieurs coopératives dans la région. Par exemple, la coopérative agricole Funda Atat. Là, vous pouvez acheter les parts en béquilles. Donc, s'il y a une entreprise qui a trop de béquilles et qui veut éviter de perdre les 5%, bon, elle peut, si elle le veut, investir dans cette coopérative. Ou bien des coopératives de production d'énergie renouvelable, c'est pareil. Aussi, il y a l'exemple de l'énergie parc Redange. Là, par exemple, les coopérateurs, bon, ils payent une dividende à peu près tous les années et ils ont proposé à tous leurs coopérateurs, s'ils acceptent les dividendes en béquilles, ils reçoivent 2% de plus. Parce qu'ainsi, ils évitent de perdre les 5%, donc ils ont dit, ben voilà, on va inciter les gens à accepter les dividendes en béquilles et on leur donne 2% de plus. Ce qui, bien sûr, veut dire que c'est plus rentable, encore plus rentable d'investir dans les énergies renouvelables. Ça attire des gens à investir dans les énergies renouvelables. Voilà. Ici, vous voyez aussi le béquille, il circule beaucoup plus vite que l'euro. C'est une des explications pourquoi, comme j'ai dit auparavant, que ça fait quand même une grande partie du chiffre d'affaires alors que c'est que très peu d'argent. Il circule plus vite et en rouge, vous voyez le temps que ça prend jusqu'à un béquille produit un chiffre d'affaires de 10 béquilles, c'est d'une année.
alors que pour l'euro, c'est un peu plus que 6 années. Aussi, on peut dire, dans le chiffre d'affaires qui est fait en béquille, quelle partie est vraiment due au béquille et quelle partie aurait été fait de toute façon en euros. Donc, par la vitesse de circulation, on peut faire la comparaison. On peut dire que 84% du chiffre d'affaires réalisé en béquille est vraiment grâce aux béquilles et ne serait pas fait en euros. Donc voilà, mais comme j'ai dit, c'est pas juste un truc économique, mais aussi avec d'autres valeurs. Peut-être ce que vous voyez là, c'est sorti d'une étude qui a été faite sur le béquille et d'autres monnaies locales. Voilà, vous pouvez peut-être lire vous-même. Donc, changer le système monétaire, c'était choquant. Quand on a annoncé le béquille, on a eu plein d'adversaires. Et parce que le système monétaire, c'est un peu sacré. Hein. Une monnaie, c'est comme donner, c'est comme on pense que c'est naturellement comme ça, ou c'est Dieu donné, ou je sais pas quoi. Et on sait que on est tous des, on croit qu'il y a juste un Dieu. Et donc, l'argent, c'est le Dieu de notre société moderne. Et nous, on a fait la blasphémie, on a créé un autre Dieu à côté. Et ça mène les gens à beaucoup réfléchir sur les systèmes. En social, voilà, ça, vous voyez les réponses à ces questionnaires, que ça met les gens en relation, parce qu'on est d'avis que aussi, si tout le monde achète seulement sur les plateformes en ligne, ben là, on reste anonyme, ou bien dans les grandes surfaces aussi, on voit plein de personnes, mais on ne les parle pas. On est convaincu que les petits cafés du village, les petits commerces du village, la petite épicerie, le boulanger, c'est important, pas seulement, enfin, aussi pour la cohésion sociale, pour que les gens puissent se rencontrer dans le village, etc. Voilà, là, vous avez un peu le tout. Donc, les coopératives dont je vous ai parlé, comme la Funda Atat ou bien aussi Gringo, ces choses-là ont été inspirées par les béquilles. C'est un peu les mêmes gens toujours derrière. Hein. Alors qu'il n'y a pas de lien réel, mais voilà, c'est inspiré grâce à ça. Donc voilà, maintenant un peu, je vais vite parler des projets futurs qu'on veut faire. On a un autre projet leader qui s'appelle Crowd for Region. Et là, on essaye d'adapter le crowdfunding aux besoins des régions rurales ou régionales. Parce que normalement, les plateformes crowdfunding s'adressent à un public global. Et donc, si vous avez une idée qui, comment dire, très idéale ou qui, voilà, vous pouvez espérer que un peu tout le monde, enfin, globalement, va donner un peu de sous. Mais si vous avez un projet qui touche juste la région, ben, vous ne pouvez pas attendre qu'un Américain va donner de l'argent. Donc, on essaye de régionaliser cela et on fait ensemble avec la plateforme Vibrer Local, qui est très intéressante. Je peux vous conseiller d'aller voir. Ensuite, en février l'année prochaine, on veut lancer notre application Becky Pay. Donc, ce sera un Becky digital. Après, vous allez certainement entendre Thibaut Vincent qu'eux, ils ont déjà un système de paiement. Donc, je ne vais pas trop entrer en détail et tout de suite passer à quelque chose qu'on va introduire en même temps pour les entreprises. Donc, avec l'application Becky Pay, on va aussi introduire un autre système monétaire encore, juste pour les entreprises. Et en fait, ça repose sur un ancien système qui a fonctionné depuis des milliers d'années, on peut dire. Vous connaissez peut-être les bâtons de taille, il y a des systèmes similaires, mais pour vous donner un exemple, les bâtons de taille, là, les commerçants avaient échangé un bien, donc quelqu'un a acheté un mouton de quelqu'un d'autre, et on a noté ça. Et après, on a cassé les bâtons de taille, et à la fin de l'année, tous les commerçants sont venus ensemble et ont regardé qui doit quoi à qui. Parce qu'il y a des dettes circulaires qui, comment dire, s'effacent réciproquement. Et donc,
on va aussi offrir un tel système de paiement aux entreprises, c'est-à-dire, vous pouvez, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez quand même aller acheter dans un magasin et dire I owe you 100 béquilles, donc je vous dois 100 béquilles. Donc, il a cette promesse que vous allez payer. Et avec cette promesse, il peut aller payer chez un autre commerçant déjà. Et le système, tout le temps, il regarde où est-ce qu'il y a des dettes circulaires. Donc, par exemple, si moi, je dois 100 € à Vincent, Vincent doit 100 € ou son béquille à Eric, Eric, il doit 120 béquilles à moi. Donc, le système va nous dire, Eric va donner 20 € à Max et tous les dettes sont réglées. Voilà, on a réduit de 100 €. C'est ça l'idée. Voilà. Et voilà, je m'arrête là. Je vous laisse le temps pour Vincent. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Max. Je vais juste peut-être prendre une petite minute pour répondre aux questions qu'il y avait dans le chat. En fait, Max, je me suis permis de répondre déjà à une bonne partie des questions, voire toi, tu as déjà répondu, toi. Il y a Marine qui demandait combien d'entreprises font partie du béquille. Tu l'as dit, c'est une centaine d'entreprises. S'il est possible de toucher son salaire en béquille, là, tu as répondu aussi, il me semble. Alors, attends, c'est là, c'était dans le chat. Je te laisse peut-être répondre par rapport à l'autre question de Marine sur si on peut toucher son salaire en béquille. Bon, c'est compliqué. On peut, oui, mais en fait, nous avons même inscrit dans nos statuts que les entreprises n'ont pas le droit de forcer leurs employés à accepter le béquille pour leur salaire. Parce que quand même, il faut dire que ça réduit leur liberté. Hein. Ils peuvent juste acheter localement. Donc, on a même inscrit ça dans les statuts. Par contre, si les salariés le veulent, ben, ils peuvent très bien le faire. Mais en réalité, ils le font de manière plus banale. Ils viennent avec des euros et les échangent dans la caisse de leur magasin. Donc, ils sortent les béquilles de la caisse du magasin, ils mettent les euros en place. D'un autre côté, bon, les entreprises n'ont pas le droit de forcer les employés à en accepter, mais par contre, si un employé voit que son entreprise, que tous les mois, il doit échanger à peu près 1000 béquilles en euros et donc perdre 50 €, ben, il peut tout à fait proposer d'accepter une partie de son salaire en béquilles, de prendre les 1000 et dire, mais alors, au lieu de 1000 €, je prends quand même 1030 béquilles. Comme ça, c'est intéressant pour l'entreprise qui ne perd pas les 50 et lui, il a 30 de plus. Voilà, ça, c'est possible. Merci. Peut-être encore une question par rapport aux limites géographiques d'une monnaie locale. Il y avait une question qui allait dans le sens de l'introduire à l'échelle de tout le pays. Et une autre question Marine qui demande si on peut, par exemple, faire des courses à Luxembourgville avec le béquille. Donc, tu pourrais peut-être vite fait réexpliquer cette limitation. Je n'ai pas compris la deuxième, mais je vais déjà répondre sur la première. Donc, oui. Le béquille, c'est une des monnaies régionales les plus petites que je connais. Géographiquement. Donc, il y a presque 20 000 habitants, c'est très petit. Par contre, de notre côté, il n'y a pas de taille idéale, je pense. Ça dépend un peu. Nous, on a la chance qu'on a quand même plein d'entreprises différentes. Donc, vous pouvez payer, à part des choses normales comme l'alimentation, vêtements, etc., vous pouvez payer votre électricité, votre assurance, etc. Donc, même tout ça, vous pouvez payer en béquille. Donc, il y a plein de moyens de les dépenser et donc, ce n'est pas tout à fait la taille qui est tellement importante. Par contre, il faut dire qu'il est évident qu'on est limité, donc on a surtout des coûts fixes et peu de coûts variables, donc on ne va jamais être rentable. C'est évident. Si 1000 entreprises participent, ben, ça ne nous coûte pas plus, mais ils vont tous payer leur cotisation, donc ça nous rapporte beaucoup plus, etc. Donc, voilà. Donc, pour être rentable, on est quand même trop petit. Mais la deuxième question, je n'avais pas compris, pardon. Bah, c'était si on peut introduire une monnaie locale à l'échelle d'un pays. Donc là, Ah oui, non, bon, non, ça on ne peut pas. Enfin, en tout cas pas au Luxembourg. Il y avait une question parlementaire quand on avait annoncé le projet.
Et le ministère des Finances a répondu, et là, il disait que ça doit être limité à un réseau limité. Si on le ferait pour tout le pays, ce serait la concurrence à l'euro, et apparemment, c'est défendu. Donc, il y a bien des limites géographiques, ce qui répond aussi à la question si on peut faire ses courses à Luxembourgville avec les béquilles. Bon, oui, vous pouvez. Nous, on n'a pas le contrôle. Le seul contrôle qu'on a, on dit officiellement qu'une entreprise qui n'est pas membre n'a pas le droit de rechanger en euros. On ne va pas lui donner les euros. Mais il y a des entreprises en Luxembourgville qui acceptent. J'en connais deux. Chez le RINOT, vous pouvez demander. Je propose de peut-être s'arrêter là et de garder les questions auxquelles on n'a pas répondu maintenant pour la fin, voire l'échange après la deuxième intervention. Et là, je passe la parole à Thibaut Vincent qui va nous présenter l'EPI Lorrain. Thibaut, il faudrait juste que tu allumes ton micro, s'il te plaît. Voilà, vous m'entendez comme ceci? Oui. Super. Alors, hop. Donc, je vais commencer par un bref exposé de la situation des monnaies locales citoyennes en Wallonie en général. Et en espérant de ne pas faire de redite par rapport à ce qui vient d'être dit par Max à propos du béquille, je vais quand même parler un peu des avantages et surtout des craintes des utilisateurs et des prestataires des monnaies locales en général et surtout en Wallonie. J'embrayerai ensuite sur l'EPI électronique, sur l'évolution de l'EPI lorrain dans la région ici, ce qu'on fait bien sûr des euros échangés contre des EPI, dont les possibilités de microcrédit qu'on offre à nos prestataires. Et enfin, je ferai une conclusion qui portera sur quelques facteurs qui ont fait le succès ou pas de l'EPI dans la zone, et je terminerai avec une description de la charge de travail quand même que la gestion d'une monnaie locale citoyenne représente. Comme Max l'avait déjà dit, les monnaies locales, principalement en Wallonie, en fait, sont issues de la crise de 2008, d'une perte de contrôle des banques et surtout d'une perte de confiance du citoyen envers le système monétaire actuel et envers le système bancaire en général. Donc, il y a les États européens qui ont dû renflouer en grande partie les banques. Et si l'intention de base pouvait paraître cohérente, évidemment, dans le sens où il fallait sauver l'épargne du citoyen pour éviter le pire, le sentiment de perte de contrôle est bien resté réel. En fait, dans la mesure où le citoyen a l'impression qu'actuellement, les banques recommencent à faire un peu n'importe quoi, comme avant. Et actuellement, d'ailleurs, plus de 95% de l'argent sert à la spéculation. Donc, quand je dis de l'argent, c'est de l'euro. D'où l'intérêt de revenir à une monnaie locale. C'est dans ce contexte de la crise post-2008 que sont nées la plupart, l'intégralité en fait des 14 monnaies locales qui actuellement circulent en Wallonie. On peut situer à pêle-mêle le Valeureux à Liège, le Lums à Namur, le Carolor à Charleroi ou encore la Zine à Bruxelles, plus proche du Luxembourg, il y a l'Ardoise en Ardennes et bien sûr l'Épi lorrain en Gaule et en Pays d'Arles. Alors pour répondre à la question de Max sur la taille idéale d'une monnaie locale, je ne pense pas qu'il y en ait qui est vraiment une taille idéale parce qu'on a le Valeureux ici qui prend vraiment quasiment toute la province de Liège ou au moins une grosse moitié de la province de Liège, donc ce qui est un territoire quand même très étendu. Et à côté de ça, on a la ZIN sur la région de Bruxelles-Capitale qui, elle, englobe un territoire d'1 million d'habitants. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on est de taille comparable pour les monnaies locales. Et donc, toutes ces monnaies se sont créées après la crise de 2008 et certaines sont d'ailleurs encore en état de création, ce qui traduit bien une envie de redonner du sens aux achats effectués, un retour en fait à certaines valeurs. Et deux chiffres pour illustrer ce point. En 2016, on avait l'équivalent de 75 000 € qui étaient en circulation sur toutes les monnaies locales de Wallonie. En 2018,
c'est déjà monté à près de 500 000 €, donc on a une belle augmentation. L'EPI lorrain là-dedans, c'est quoi? L'EPI, c'est la toute première des monnaies locales de Wallonie à avoir vu le jour en 2012. Alors évidemment, on a commencé tout petit, on a eu la chance de pouvoir obtenir un subside de la région wallonne pour embaucher 2 collaborateurs qui nous ont bien aidés avec la gestion administrative et financière de la monnaie locale. On a également eu un subside de la province qui nous a permis de réaliser l'impression des premiers billets et la création du site internet. Et on a également pu compter sur l'aide de Financité pour la mise en place de la monnaie, la gestion, apprendre la comptabilité, avoir des aides à la communication, etc. Et donc, Financité, c'est une ASBL qui plaide pour une finance plus responsable et plus solidaire. Ils fournissent des conseils sur investissement responsable, sur la responsabilité sociétale des entreprises, des banques. Ils fournissent également des formations. Et donc, en fait, c'est une association d'associations, si on peut dire comme ça, parce qu'il regroupe des associations telles que Amnesty, les Amis de la Terre, Fairtrade Belgium, évidemment toutes les monnaies locales citoyennes, Natagora, Oxfam, Médecins du Monde, Terre en Vue, les Scouts. Donc, il y a quand même pas mal d'organismes qui partagent ces valeurs en commun. Et donc, tout le reste de la gestion de la monnaie locale, ce sont des bénévoles qui l'assurent. Et donc, je parle depuis le début de monnaie locale citoyenne, qui est en fait le nom d'usage de tous ces groupements en Wallonie. Monnaie, parce que bon, on s'échange des bouts de papier, un bout de papier qui a de la valeur, mais qui est complémentaire à l'euro. Son but n'est pas de se subsidier à l'euro, loin de là, parce que évidemment les commerçants qui utilisent la monnaie locale, l'EPI, donc les prestataires auront toujours des frais qui ne pourront pas régler en monnaie locale. On pense au gaz, à l'électricité, parfois au loyer. Et quand même, il faut bien souligner, l'euro garde certains avantages, notamment pour les échanges entre les régions. Donc l'objectif ici est vraiment de donner plus de sens aux échanges locaux. Donc cette monnaie est également locale, active sur un territoire restreint. J'en ai parlé, on peut donner la taille qu'on veut à ce territoire. Mais il ne faut pas qu'il soit trop grand pour ne pas perdre le caractère local. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop petit, sinon les producteurs et utilisateurs ne seront pas assez nombreux pour faire vivre la monnaie. Et enfin, cette monnaie est citoyenne parce qu'elle est gérée par une association constituée de citoyens. Un EPI égale 1 €, tout comme le BECI et tout comme toutes les monnaies locales wallonnes. Et petite précision, attention que j'utilise le terme monnaie, mais en Belgique, le nom officiel qui doit impérativement apparaître sur tous les billets est celui de bon de soutien à l'économie locale. Cette mention doit d'ailleurs obligatoirement être mentionnée sur les billets parce que le terme monnaie, lui, est justement peu recommandé, mais parfois appliqué quand même sur les billets parce que ça parle un peu plus aux gens. Alors, il y a de multiples avantages aux monnaies locales citoyennes, notamment d'un point de vue économique, parce que le premier plus fort, c'est qu'on dépense vraiment localement. Un simple exemple pour l'exprimer, sur 1 € qu'on dépense dans une grande surface, seuls 30 centimes restent sur le territoire à travers les salaires des employés. Chez un petit commerçant, par contre, ça peut monter jusqu'à 85 centimes. Alors évidemment, on entend régulièrement des gens qui disent moi je dépense déjà local, j'achète tout dans les commerces locaux. Sauf qu'une fois que l'euro est dans les mains du commerçant, le commerçant il peut en faire ce qu'il veut, contrairement à la monnaie locale où il sera obligé de trouver des alternatives pour pouvoir redépenser l'EPI qu'il a reçu. Donc soit en prenant un fournisseur local ou lui en tant que gérant changeant ses habitudes de consommateur en se payant son salaire en EPI et en allant à son tour dans les commerces locaux. Donc en somme, lorsque vous dépensez 1 € dans un commerce, vous soutenez l'économie locale une fois. Et lorsque vous dépensez un EPI, vous dépensez l'économie locale autant de fois que les prestataires vont ensuite aller s'échanger cet EPI les uns chez les autres. Il n'y a pas non plus de spéculation. Impossible de spéculer avec l'EPI, évidemment, contrairement à l'euro, car on ne peut pas le mettre en banque pour le thésauriser. La valeur ne fluctue pas, il ne sert à rien de les accumuler. Et cela incite alors les consommateurs et les prestataires à les dépenser le plus vite possible, ce qui participe à la dynamique
et à la dynamisation surtout de l'économie sur le territoire. On favorise le circuit court parce que lorsqu'on achète chez des prestataires locaux, évidemment, la nourriture ou l'artisanat que l'on va acheter a franchi moins de distance pour venir chez nous que si ce bien venait de l'autre bout du pays. On soutient doublement l'économie parce que lorsqu'on utilise une monnaie locale, ça force non seulement un consommateur à la dépenser dans les commerces locaux. Si vous attribuez un certain budget par mois en épis, forcément à la fin du mois, vous aurez envie d'aller les dépenser dans ces commerces locaux. Et par la suite, le prestataire, comme je l'ai dit, devra alors redépenser ce qu'il a gagné dans d'autres commerces. Alors qu'avec des euros, il n'aurait simplement pu les mettre en banque. Et évidemment, dans les commerces locaux, plus on va dépenser dans les commerces locaux, plus on favorise la création à long terme d'emplois de qualité et non délocalisables. Et enfin, le dernier argument économique, mon préféré. En fait, lorsqu'on utilise une monnaie locale, on crée de la richesse. Donc, à chaque fois qu'on dépense, qu'on va à la banque pour retirer un billet de 20 euros, le billet de 20 euros qui est dans votre portefeuille ne vous rapporte plus rien. Déjà à la banque, pour les intérêts, il ne vous rapportait pas grand-chose. Mais lorsqu'il est dans votre portefeuille, il n'y a strictement aucun intérêt en fait à ce qu'il soit là et vous allez le dépenser donc le plus vite possible. Par contre, lorsque vous allez dans un comptoir de change pour échanger votre billet de 20 euros contre 20 épis en retour, le billet de 20 euros, on ne va pas rien en faire à la SBL, on ne va pas simplement le mettre en coffre, on va, si j'ose dire, le faire fructifier localement, on va l'investir dans des coopératives locales. J'en parlerai un peu plus loin, mais donc il y a quand même une bonne partie de l'argent que l'on engrange à cet effet qui est réinvesti localement. Et au niveau social, on a deux avantages majeurs. Le premier, c'est que le citoyen est aux commandes, ou contrairement à l'euro, c'est le citoyen, c'est la SBL qui décide de la gestion de la monnaie, de l'impression du billet, de ce qu'on peut faire de l'argent engrangé par l'échange des euros, je viens d'en parler, et enfin d'accepter tel ou tel prestataire, parce que chaque prestataire ne peut pas accepter l'épis. Il faut qu'il soit approuvé par l'association. Et évidemment, on retisse du lien sur le territoire. Lorsque des commerçants engrangent des épis, ils vont les dépenser les uns chez les autres. Et donc, ça retisse du lien entre ces petits commerces. Alors, quand on va à la rencontre dans divers événements, on se rend compte que l'utilisateur potentiel de l'EPI, outre l'argument évidemment du j'achète déjà dans les commerces locaux, dont on vient de parler, a besoin d'être rassuré principalement sur l'aspect sécurité de la monnaie alternative. Donc, il faut savoir que la valeur de l'EPI est garantie. Un EPI sera toujours égal à 1 euro et dans l'hypothèse qu'on déciderait de tout arrêter demain, tous les épis seront échangés contre des euros sans aucune contrepartie. On a également des billets sécurisés avec diverses méthodes afin d'éviter la falsification. Et au-delà de ça, le citoyen a bien sûr l'assurance que l'argent sera réutilisé dans l'économie locale en circuit fermé. Impossible d'aller dépenser des épis à Liège ou celle d'aller voter à Pau, et que les commerçants chez qui ils dépensent leurs épis ont les mêmes valeurs qu'eux. Et enfin, les euros échangés sont réinvestis dans des projets locaux, je vais bientôt en parler. Et au final, en fait, l'EPI, on peut dire que c'est la manière la plus simple qui soit de changer le monde, en fait, de soutenir le commerce local sans rien faire du tout. Il suffit de changer son billet de 20 euros contre un billet de 20 épis, et le reste, c'est le système qui le fait tout seul. Donc, il n'y a strictement rien à faire pour l'utilisateur, c'est presque le prestataire qui fait tout le travail. Et alors justement, le prestataire, on n'en parle, moyennant quand même quelques légers désagréments. Il doit, s'il avait un fournisseur à l'autre bout du pays, peut-être essayer de s'arranger pour trouver un fournisseur un peu plus local. Il doit aménager un espace pour les billets dans la caisse et payer une cotisation annuelle pour les pylorins. C'est une cotisation de 20 euros, mais moyennant ces quelques très légers désagréments, il y a quand même beaucoup d'avantages, on peut bien dire. Avantage
au niveau des valeurs, mais bien sûr des avantages au niveau économique, parce que les commerçants qui ont reçu des épis vont à leur tour venir les redépenser chez vous, faisant potentiellement augmenter votre chiffre d'affaires. L'EPI également va faire votre publicité en tant que prestataire. Votre commerce sera renseigné sur notre site internet. On va faire votre publicité lors d'événements ou sur notre page Facebook. Et évidemment, vous faites partie en tant que commerçant d'un réseau de prestataires dont vous savez qu'ils partagent de bonnes valeurs, puisque ce sont également les vôtres, en matière de gouvernance d'entreprise, de responsabilité sociétale, d'impact environnemental, d'implication de l'économie locale, etc. Et enfin, il existe également des possibilités de microcrédit que j'aborderai un peu plus tard. Toujours est-il que lorsque l'on parle avec des commerçants pour tenter de les convaincre d'accepter l'EPI, il y a quand même deux arguments majeurs qui reviennent. Le premier, c'est celui de la crainte de la double comptabilité, des difficultés qu'ils ont déjà. Rien de tel. Le prestataire agit exactement comme avec les bons d'achat, les chèques commerce, les chèques repas. Dans son livre de compte, il ne va pas noter « j'ai reçu 10 épis », mais « j'ai reçu 10 euros », ce qui est possible vu qu'un épi égale 1 euro et que leur valeur sera toujours garantie. Il n'y a aucun problème non plus lorsque un commerçant reçoit, et c'est tant mieux en soi, trop d'épis, plus d'épis en tout cas qu'il ne sait en redépenser. En général, évidemment, on les incite à choisir des fournisseurs les plus locaux possibles, des fournisseurs qui acceptent évidemment l'EPI pour pouvoir les redépenser ensuite chez eux. C'est pas toujours possible. Parfois, on a des commerçants, je peux prendre l'exemple d'une épicerie italienne ici dans le centre d'Arlon, qui évidemment ne peut pas dépenser ses épis, ne pourrait pas dépenser ses épis chez son fournisseur. Et alors, dans ce cas-là, on essaie d'inciter les gérants à se payer leur salaire eux-mêmes en épis, mais ce n'est toutefois pas toujours possible de tout redépenser, surtout pour les prestataires en bout de chaîne, comme les agriculteurs qui reçoivent, eux, des montants parfois importants en épis. Et dans ce cas-là, bien sûr, on accepte d'échanger les épis en surplus contre leur valeur exacte, sans aucune contrepartie. Il est essentiel pour nous de garantir sur les prestataires, sans quoi beaucoup n'accepteront pas de jouer le jeu. Il faut noter qu'au début, on appliquait un taux de reconversion de 3%. Donc, lorsque le prestataire nous vendait 100 épis, on lui échangeait que 97 euros en contrepartie, mais on a vite laissé tomber en fait ce taux de reconversion devant la curiosité des prestataires et de certains à ne plus utiliser l'EPI dans de pareils cas de figure. Alors voilà, maintenant que j'ai réussi à vous convaincre que l'EPI c'est super, vous allez me dire comment pouvoir s'en procurer. Il y a deux manières. La manière classique, c'est avec le comptoir de change, comme avec le BKI en fait. Il y a 12 comptoirs de change sur le territoire de la Lorraine belge, qui sont répartis plus ou moins de manière équitable sur le territoire. Et il y a bien sûr l'EPI électronique. Alors l'EPI électronique, en fait, c'est très facile à utiliser. Au lieu d'avoir votre carte bancaire, vous allez simplement vous promener partout avec votre smartphone et vous allez avoir un compte en EPI électronique, un compte qui se trouve sur l'application Cyclos, qui est une application parfaitement sécurisée, utilisée par des institutions bancaires et des organismes publics. Donc il n'y a strictement aucun problème de ce côté-là. C'est une application très facile à utiliser. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a même plus besoin de son portefeuille pour effectuer des paiements en EPI électronique. Donc, vous allez aller sur l'onglet paiement, vous allez sélectionner votre prestataire, vous allez introduire le montant, une communication si le prestataire le désire, et appuyer sur OK, comme avec la carte de banque. Après quelques secondes, le paiement sera validé. Vous n'avez qu'à le montrer au prestataire et vous pouvez repartir avec vos courses. C'est également très pratique parce que il y a un historique. L'application garde en mémoire tous les virements que vous avez effectués et donc vous avez une réelle maîtrise de vos dépenses. En fait, un peu comme avec votre compte bancaire, vous voyez ce qui entre et ce qui sort. Et pour alimenter l'application, il suffit de faire un virement bancaire sur le compte de l'ASBL de l'EPI. Maintenant, malheureusement, en dépit de ces avantages,
on constate en fait que l'EPI électronique a du mal à prendre auprès des utilisateurs. La majorité des comptes et des transactions en fait, sont effectuées par des prestataires, notamment pour payer les fournisseurs. Alors les prestataires, justement, parlons-en. Pour l'EPI Lorrain, lorsqu'on avait lancé la monnaie en 2012, on a assez vite augmenté jusqu'à avoir à peu près 150 prestataires. Et on voit qu'entre 2017 et 2020, le nombre de prestataires a chuté. Ça s'explique assez facilement, en fait. C'est parce que à partir de 2012 et pendant plusieurs années, on a eu un subside de la région Wallonne et on n'a pas eu besoin de demander aux prestataires de faire des rappels pour qu'ils payent leurs cotisations annuelles. Mais lorsque le subside de la région Wallonne a disparu après quelques années, et ben, on a commencé à faire des rappels un peu plus insistants auprès des prestataires qui ne payaient pas. Et ces dernières années, pour les prestataires qui n'avaient toujours pas payé leurs cotisations, ben simplement on les a supprimés de nos listes et donc de notre publicité, ce qui explique cette chute du nombre de prestataires entre 2017 et 2020. Et donc, malgré cette stagnation du nombre de prestataires, on peut voir quand même une belle augmentation du nombre d'EPI en circulation. Entre 2018 et 2020, on a le nombre total d'EPI qui est passé d'un peu plus de 50 000 EPI en circulation à plus de 160 000 EPI en circulation. Donc, quelques dates. Pour rappeler, on a lancé l'EPI en 2012, on a lancé l'EPI électronique en 2014. On peut voir que jusque 2017, en fait, il y a une stagnation, malgré donc ce lancement de l'EPI électronique. Et à propos de l'EPI électronique, il faut savoir qu'actuellement, en fait, environ 50% des billets EPI sont reconvertis non pas en euros, mais en EPI électronique, ce qui est bien le signe que les prestataires les utilisent pour régler leurs factures à partir des billets reçus par les clients. Donc en fait, on peut, avec l'expérience, on peut savoir, on peut tirer comme conclusion que l'EPI électronique, malgré sa facilité, est assez peu utilisé par l'utilisateur, par le citoyen lambda. C'est surtout le prestataire qui va l'utiliser pour payer ses fournisseurs plutôt que se trimballer avec des coupures de 10 et 20 EPI. L'EPI électronique est beaucoup plus facile. Et le citoyen lambda, lui, va préférer largement payer en billets. Et d'ailleurs, on peut voir une augmentation assez légère, mais quand même assez nette, entre 2018 et le deuxième semestre 2020, avec presque une multiplication par 2 des échanges en billets. Et donc, cette augmentation-là, ça peut être dû. En fait, il y a 2 explications à cette augmentation, 2 explications factuelles et 3 hypothèses. La première explication, c'est que nous avons 2 prestataires dont je parlerai un peu plus tard, Epicentre et Cœur de Village, qui ont décidé de payer un maximum de leurs fournisseurs en EPI électronique à partir de 2018, justement, ce qui explique cette augmentation fulgurante. Et pour l'augmentation en billets, en fait, c'est la commune de Virton qui a décidé d'octroyer à tous les enfants de l'enseignement communal une prime de 25 EPI en 2019 et qui a reconduit cette prime en 2020. Donc, on s'attend à voir à nouveau une augmentation du nombre d'EPI circulés en 2021, vu que les chèques ne vont être distribués que dans la fin du mois de celui-ci. Et alors, pour ce qui est des 3 hypothèses, la première, c'est qu'on a une reprise de l'EPI à Arlon, une légère reprise, avec un nouveau groupe dont je fais partie qui essaie de redynamiser la monnaie sur la commune. On a une présence plus importante des membres de l'EPI Lorrain sur les marchés et à certains événements, justement pour la promotion et la communication de la monnaie locale. Et peut-être qu'on aurait un effet dû à la crise du coronavirus et un retour à des commerces locaux. Mais ça, c'est vraiment une pure hypothèse, il faudra encore la vérifier dans les mois et dans les années. Et donc, comme je l'ai dit, on a à peu près 160 000 EPI en circulation dans notre coffre-fort, si j'ose dire. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on en fait 2 choses, essentiellement. Une troisième qui est un peu plus anecdotique. La première, c'est une réserve de court terme à la banque Triodos, c'est-à-dire une partie des euros qui doivent rester en disponibilité directe
afin de pouvoir satisfaire des prestataires qui souhaitent échanger leurs épis entre contre des euros. Ensuite, on a une réserve de long terme. Et ça, c'est l'argent qu'on va placer dans des coopératives, qu'on va investir dans des coopératives locales. Alors évidemment, ces coopératives doivent avoir des valeurs similaires à celles de l'EPI en matière de caractère local, de gestion socialement responsable, de bénéfices pour la société, etc. Et donc actuellement, on a placé de l'argent dans 9 coopératives différentes dans des domaines assez divers. Donc on peut citer Épicentre et Cœur de Village, qui sont des anciennes épiceries qui ont été reprises sous forme de coopératives par leurs propres clients, qui sont des bénévoles, qui vendent des produits bio, locaux et équitables. Vent du Sud, qui est une coopérative citoyenne visant à fournir de l'électricité verte par la construction d'éoliennes. Newbie, qui est une nouvelle banque belge coopérative durable. Le réseau Solidairement, qui fournit pas mal de nos prestataires, notamment les épiciers, qui est donc un fournisseur de produits alimentaires locaux, issus ou transformés dans la province de Luxembourg, qui s'adresse donc aux artisans, épiciers, groupes d'achat commun, Horeca, producteurs, etc. Et Terre en Vue, on peut citer également Terre en Vue, qui est une association dont l'objectif est de fournir un accès à la terre aux agriculteurs pour ne plus dépendre d'un propriétaire. Alors, en bon père de famille, nous avons décidé de ne pas investir plus de 50% des épis qui sont en circulation dans des investissements de long terme dans ces coopératives, ce qui représente environ 50 000 euros. Actuellement, c'est 40 000 euros, mais on est en train d'investiguer, on a envoyé des mails à différentes coopératives qui nous intéressent pour faire notre marché, pour choisir où est-ce qu'on pourrait investir 10 000 euros supplémentaires. Vous remarquerez qu'on a 160 000 épis que j'ai annoncé qui sont en circulation, mais qu'on ne va en investir que 50 000 et pas 80 000. Et c'est un autre avantage de l'épi électronique, nous savons que certains prestataires en fait stockent des épis électroniques, vu qu'on peut voir les mouvements qui sont faits en épis électronique, on peut voir que certains prestataires vraiment accumulent ces épis électroniques pour, j'imagine, réaliser des investissements plus tard ou thésauriser un peu. Et dans cette hypothèse, ils auront alors besoin de leur masse monétaire d'un seul coup, et on ne peut pas se permettre de les faire patienter plusieurs mois. Donc on estime ainsi que seuls 100 000 épis sont réellement en circulation en Lorraine belge, d'où le montant maximum qu'on s'est fixé de 50 000 euros à investir. Et la troisième catégorie de l'investissement, ce sont les microcrédits. Les microcrédits qui sont en vigueur depuis 2018 et qui sont partis du constat que les banques effectuent de moins en moins de microcrédits aux petits indépendants. Et donc en 2018, on a décidé de fournir une possibilité de microcrédit financé à partir des euros que nous avons dans le coffre pour un montant de maximum 1 500 euros. Et évidemment, l'investissement professionnel doit être conforme aux valeurs de l'EPI. Le prestataire, le commerçant doit être prestataire de l'EPI et évidemment être en ordre de cotisation. Alors, comme l'EPI n'est pas un organisme financier, en fait, au regard de la loi belge, non seulement on ne peut pas faire de publicité pour ces microcrédits, mais en plus, cela doit se faire à un taux de 0%. Et donc, en définitive, cette offre de microcrédit, du fait de ce manque de publicité, est assez peu connue. On ne peut en parler que par le bouche à l'oreille. Et nous n'avons réalisé jusqu'à présent qu'un seul microcrédit, malgré un courrier en avril à tous les prestataires pour leur rappeler cette possibilité. Et pour terminer, en guise de conclusion, je vais faire un petit tour d'horizon des critères qui peuvent influencer le succès ou l'échec d'une monnaie locale citoyenne, du moins ceux auxquels nous avons été confrontés pour l'EPI. Et je terminerai avec un aperçu de la charge de travail qu'une monnaie locale citoyenne représente. Alors évidemment, quand on a une monnaie locale répartie sur un certain territoire, ben évidemment, il y a des disparités géographiques sur ce territoire. On observe quand même pas mal de différences assez importantes entre la Gaule
donc sur la partie occidentale du territoire, et le pays d'Arlon qui longe la frontière luxembourgeoise. L'EPI en fait a beaucoup de succès en Gaule, sur les communes de Virton, Nex-devant-Virton et Talfort-en-Ville, mais il prend difficilement dans le pays d'Arlon. Au début, de nombreux commerçants arlons se sont montrés intéressés par la démarche, mais en fait, vu le faible nombre d'utilisateurs, ils se sont par la suite retirés du nombre des prestataires. Alors que justement, le pays d'Arlon est plus peuplé que la Gaule, mais il semble curieusement qu'il y a un réservoir d'utilisateurs potentiels plus faible qu'en Gaule. Alors, mon hypothèse à moi, mais je ne sais malheureusement pas la vérifier, c'est peut-être simplement qu'en Pays d'Arlon, nous avons énormément de navetteurs transfrontaliers. Et du fait des horaires luxembourgeois, mais surtout du temps de trajet qu'il faut pour retourner chez soi après, beaucoup de ces navetteurs transfrontaliers n'ont simplement pas le temps, pas la possibilité d'aller faire le course dans les petits commerces locaux, préfèrent aller dans les supermarchés. Et par conséquent, n'ont pas la possibilité de dépenser des épis dans leur commune de résidence. Avant, pour la petite histoire, on a quand même 59% des travailleurs actifs qui travaillent au Luxembourg, ce qui ne représente pas rien et ce qui pourrait donc expliquer cette faible prise de l'EPI sur la commune d'Arlon. Et de manière générale, pour ce qui est de l'implication des communes, il y a le chaud et le froid. Donc, les communes ne sont pas prestataires. En fait, quand on va voir les communes et qu'on leur demande de payer certains salaires sur base volontaire à leurs employés ou d'émettre des bons d'achat plutôt qu'en euros en monnaie locale, on sent en fait comme réponse que les citoyens de la commune A pourraient alors aller dépenser ces euros dans la commune, ces épis dans la commune B. Alors, en théorie, l'argument se tient et on peut comprendre la volonté d'un collège communal à ce que l'argent soit dépensé au maximum dans les commerces locaux, d'où les bons d'achat qui sont valables uniquement dans la commune du collège communal. Maintenant, en pratique, la zone est quand même tellement étendue que les habitants de Virton ne viennent pas à Arlon, les habitants d'Arlon ne vont pas à Virton pour leur course en général. Les gens restent quand même dans leur commune de résidence. Et donc, les communes ne sont pas prestataires non plus, même pour recevoir des dépenses, comme par exemple l'entrée dans une piscine ou l'emprunt de livres dans la bibliothèque communale. Les communes font également peu de promotion dans le bulletin communal, à l'exception notable d'Étal, Tintigny, Nex-devant-Virton, qui en font régulièrement. Pour les autres, il faut vraiment insister parfois lourdement pour qu'un seul article par an paraisse dans le bulletin communal. Et en fait, la seule exception, c'est Virton, qui, comme je l'ai dit, octroie à tous les enfants de l'enseignement communal une prime de 25 épis en 2019 et qui va relancer cette prime en 2020. Et Nex-devant-Virton, qui rejoindra peut-être Virton dans le groupe des communes volontaristes. Il y a une prime en épis qui pourrait être accordée aux indépendants et personnes qui ont souffert de la crise pour un montant total situé entre 20 000 et 30 000 épis. Mais c'est à prendre au conditionnel parce que la décision apparemment doit être prise ou a été prise aujourd'hui et je n'en ai pas encore eu connaissance. Thibaut, je Oui. me permets de t'interrompre ici. On a dépassé la demi-heure. C'était juste pour savoir si tu pourrais clôturer dans Oui. bientôt pour qu'on ait assez de temps pour l'échange. Merci. Il me reste 2 slides, il n'y a pas de problème. Ça marche, merci. Et donc, une monnaie locale citoyenne, c'est également un travail sur le long terme. Donc, comme je l'ai dit, le démarrage est difficile. Les premières années sont les plus dures pour les monnaies locales, car il faut sans cesse aller vers les acteurs locaux, les citoyens, les potentiels prestataires, les communes pour les inciter à utiliser l'EPI. Les prestataires peuvent facilement y adhérer vu le faible investissement, mais les citoyens et les pouvoirs locaux, comme je l'ai dit, sont difficiles à convaincre. Et la communication est essentielle envers à la fois la presse locale, les communes, les newsletters à réaliser, les potentiels prestataires qu'il faut constamment aller démarcher ou notre présence à divers événements, donc des foires, des festivals ou simplement faire l'information chez un prestataire en faveur de l'EPI.
Donc les événements, c'est en moyenne on assure en général notre présence à un événement par mois. Et ces efforts sont payants, car on constate en général un regain d'utilisation à chaque fois qu'on fait une séance d'information dans une commune. Et comme je l'ai dit, actuellement, il n'y a plus que des bénévoles, donc toute la communication repose sur nous. Car si quelques prestataires sont, il faut souligner, proactifs en la matière et incitent leurs clients à utiliser l'EPI, la majorité, évidemment, n'en ont pas le temps. Et alors, donc, cette communication, ça représente une véritable charge de travail, mais également, il y a le travail administratif qui n'est pas à négliger. Donc, il y a, nous, contrairement aux prestataires, on a bel et bien une double comptabilité. Donc, la comptabilité de la monnaie avec les épis qui entrent et qui sortent du coffre, mais également la comptabilité de l'ASBL avec l'argent qui vient des cotisations donc des membres, qui est presque notre seule source de financement, donc à peu près 1 000 € par an. Et en dehors de ça, on doit également assurer une réunion du comité d'administration par mois, dont l'objectif est de fixer les activités de communication dont je viens de parler et d'approuver les nouveaux prestataires, parce que tous ne sont pas approuvés. Il faut adhérer aux chartes, aux valeurs et aux valeurs de l'EPI Lorrain. Donc certains ont déjà été refusés, notamment par exemple un équipementier sportif. Et le prestataire peut évidemment de lui-même décider d'accepter l'EPI, mais il n'aura pas les avantages en matière de microcrédit, de participation aux décisions de l'Assemblée générale, de publicité et surtout, évidemment, de pouvoir échanger ses épis en surplus contre de l'euro. Et enfin, nous avons la gestion quotidienne, c'est-à-dire réapprovisionner les comptoirs de change, approvisionner les comptes en épis électroniques. Et ça, c'est quand même pas mal vu le nombre de mouvements en épis électroniques qu'on avait plus tôt, et se rendre chez les différents prestataires qui souhaitent échanger le surplus d'épis. Et voilà, je vous laisse avec un petit aperçu en avant-première de tous nouveaux billets qui sont actuellement chez l'imprimeur et qui vont être distribués à nos prestataires dans les semaines à venir. Super, merci beaucoup Thibaut. Là, on propose encore un petit moment pour répondre aux questions, voire pour avoir un petit échange par rapport à vos deux présentations. Et je me permets de tout de suite sauter sur la question que Céline vient de poser dans le chat, qui demande s'il faut un réseau d'entreprises avec des valeurs communes pour créer ou pour qu'une monnaie locale prenne. Je pense que vous, Thibaut, vous avez une sorte de charte, et côté de Becky, il y en a pas vraiment, ou c'est l'inverse. Je vous laisse peut-être répondre tous les deux à cette question. Oui, alors pour l'EPI, effectivement, on a une charte, donc NADEFPIKE à l'EPI qui veut, il faut partager nos valeurs, comme je l'ai dit. Et au début, lorsqu'on a lancé la monnaie locale, en fait, c'est un groupe de citoyens qui tenaient déjà une épicerie collaborative et eux avaient déjà des contacts avec certains commerçants privilégiés. Donc, évidemment, ils ont commencé tout petit avec un certain nombre de prestataires uniquement sur leur commune. Ensuite, ça s'est développé sur la commune voisine, la commune d'à côté, etc., de proche en proche. Mais au début, ils ont commencé à une échelle vraiment très locale. Oui, donc je peux répondre aussi de notre côté. Bon, déjà, pour précisément répondre à la question, s'il faut des entreprises avec des valeurs préexistantes, etc., certainement, ça peut aider, hein, c'est évident. J'ai lu sur la monnaie régionale de l'OISCO, au Pays Basque France. Et là, justement, il y a plein de réseaux interentreprises, etc., ou citoyens aussi, sur lesquels ils se sont basés. Donc, ça a aidé énormément. Après, nous, pour le Becky, on n'a pas de charte. On accepte un peu tout le monde, mais on est un peu dans l'avantage qu'on n'a pas eu besoin de se poser cette question, puisque voilà, c'est quand même le canton de Redon, c'est quand même très rural. Il n'y a pas de McDonald's, il n'y a pas de Ikea, je ne sais pas quoi. Donc, de toute façon, il n'y avait pas d'entreprise à exclure. Donc, on n'a pas eu besoin de faire cet exercice. D'un autre côté, je dois dire que moi, personnellement, mais ça, c'est mon approche personnelle, je suis plutôt puriste dans cela. Donc, je dis que le système monétaire doit être bien fait et
tout le monde qui veut jouer les règles du jeu, il peut jouer le jeu. Je connais un exemple extrême. C'était en Bavière, c'était le Sterntal. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui, ça s'est associé au Chiemgauer. Mais là, justement, le Burger King a accepté la monnaie régionale. Et ça, pour plein de personnes, c'était une catastrophe. Plein de gens privés ont dit, alors si c'est le Burger King accepte ça, j'arrête. Vous avez trahi l'idée. Mais en fait, le Burger King a changé de prestataire. Ils ont acheté la viande chez enfin, c'est pas un petit boulanger, comme boucher quand même, mais un producteur de viande local qui achète sa viande aussi chez des agriculteurs locaux. Donc, pour moi, d'un côté, on peut dire, mais non, il ne faut pas que le Burger King participe. D'un autre côté, on peut dire que c'est quand même un succès énorme de pousser le Burger King à s'approvisionner localement. Et donc, voilà, si le système est bien fait, je pense, on n'a pas vraiment besoin d'une charte, mais c'est toujours difficile à dire. Hein. Si, par exemple, d'un autre côté, on aurait constaté que le Burger King, il s'est dit que de toute façon, c'est même pas 1% de ses clients qui va payer en monnaie locale. De toute façon, on jette 5% de nos hamburgers. On accepte cette monnaie, on va le rechanger en euros et c'est bon. Et c'est juste pour leur marketing. Alors, dans ce cas-là, je dirais que c'est négatif. Mais dans le cas que je connais, où ils ont poussé le Burger King à s'approvisionner localement, à mon avis, c'est plutôt un succès. Mais voilà, j'accepte qu'on a une autre vue sur ça. Oui, non, enfin, chez nous, le débat est ouvert également. On a encore eu une discussion en interne lors de la dernière réunion. Et en fait, effectivement, hein, je rejoins pas mal de tes arguments, mais pour l'instant, celui qui a encore, on va dire, le plus de poids parmi les membres de notre association, c'est celui de la grande surface qui n'accepterait d'épis que pour faire évidemment le greenwashing, qui rendra après tous ces épis pour les transformer en euros. Ou alors justement, une autre crainte, à l'inverse, c'est qu'ils achètent un peu trop, on va dire, de produits locaux. Ça pourrait être un bien, mais c'est eux qui prendraient alors la marge bénéficiaire que prendrait l'artisan, où vont déjà actuellement les utilisateurs qui utilisent des prix et qui alors se tourneraient probablement par facilité vers la grande surface, et ce qui pousserait les artisans locaux en fait, à diminuer leur marge. Donc le débat est ouvert. Il y a d'autres monnaies locales en Wallonie qui acceptent les supermarchés, d'autres qui n'acceptent pas. C'est vraiment selon les associations qui gèrent. D'où l'intérêt d'avoir une gestion citoyenne. Oui, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. L'année dernière, j'étais en France sur la réunion des monnaies locales citoyennes françaises. Et bon, il y en a un peu de toutes sortes, mais il y avait une discussion, une monnaie locale, ils ont discuté de juste accepter les agriculteurs bio. Et là, j'ai vraiment trouvé exagéré. Je leur disais, mais vous faites une monnaie locale et alors que vous ne croyez pas dans ces affaires. En fait, pour moi, parce que si on est trop sévère, si on dit on accepte juste les agriculteurs bio, ben, ça risque que, en fait, que simplement, il n'aura pas d'autres clients, juste les clients qu'il a depuis toujours. Ils vont payer avec une monnaie locale et c'est tout ce que ça change. S'il n'y a pas de taux de réconversion, par exemple, il ne va pas avoir nécessairement des commerçants comme clients. Et en fait, pour moi, à mon avis, le but d'une monnaie locale, dans ce cas-là précis, ça devrait être qu'un agriculteur qui n'est pas bio, qu'il est tellement payé en monnaie locale qu'à un moment, il se dit, mais je ne peux pas payer, je peux pas acheter les engrais, les trucs chimiques chez Monsanto, je ne peux pas payer en monnaie locale. Donc, ce n'est pas rentable de ne pas être bio. C'est ça, en fait, pour moi, c'est ça le but d'une monnaie locale. Oui. Et il faut également une diversité chez les prestataires pour que chacun puisse aller acheter les autres, parce qu'effectivement, si on a que des agriculteurs ne vont pas acheter les uns chez les autres.
Il faut également toute une série de petits artisans à côté qui vont pouvoir fournir aux prestataires la possibilité d'aller redépenser les épis des uns chez les autres, parce que sinon ils vont simplement engranger les épis. Après, ils vont leur rééchanger contre des euros, et en fait, tout l'intérêt de la monnaie locale sera perdu. Merci. Je vais revenir sur une autre question qui a été posée tout à l'heure par Moyenne.lu, qui demande si on peut faire tout avec une monnaie locale dans sa région, donc si on peut acheter tout dont on a besoin. Et ça me ramène à une autre question qui est peut-être une réponse en partie. Est-ce qu'il serait envisageable de faire des accords entre différentes monnaies locales pour justement résoudre cette pénurie ou le fait qu'on ne peut pas acheter tout dans une région avec sa monnaie locale? Bon, si tu veux, je peux répondre. Oui. Enfin, bien sûr, la première question, ça dépend hein, de la monnaie régionale, s'il y a plein de prestataires. Mais je peux dire, chez moi, j'ai un prêt que je dois payer en euros. Le reste, je paye en béquille. Tout. Exceptionnellement, parfois, je suis en Luxembourgville. Voilà. Mais sinon, je paye tout, sauf ma facture pour le portable aussi. Mais sinon, j'achète tout en béquille. Tout. Même mon assurance, mon électricité et tout. Voilà. Alors nous, du coup, comme justement on a une charte assez stricte pour l'instant qui est en vigueur, il n'est pas possible de tout payer en épis. Et alors parfois, il est possible d'avoir des échanges avec d'autres monnaies locales lorsqu'il y a juxtaposition de deux territoires. Donc je l'avais montré sur la première carte. Dans le nord de la Wallonie, il y a beaucoup de monnaies locales qui se côtoient. Et dans certaines communes, il est possible de payer à la fois avec une monnaie locale et avec une deuxième monnaie locale. Et donc, dans ce cas-là, on peut aller multiplier les commerces comme ça. Aussi, je peux peut-être rajouter que on avait de temps en temps des échanges avec l'EPI, surtout au début, mais là, l'équipe avait changé. Ensuite, il y avait 2 employés avec lesquels j'étais plus en contact. Et on a toujours reparlé de coopérer en quelque sorte, mais après, tout le monde a ses soucis, tout le monde a son travail à faire et ça ne s'est jamais réalisé. Bon, par contre, il y a un grand problème principal, c'est qu'avec l'EPI, si je me rappelle bien, vous n'avez pas de taux de conversation. Non. Peut on avait un taux de change avant de 3%, oui. Mais on ne l'applique plus maintenant parce que les prestataires ont demandé à le supprimer. Oui, et ça, pour nous, ça pose un problème pour une collaboration parce que sinon, les commerçants qui ont beaucoup de béquilles, ils pourraient, afin d'éviter de perdre les 5%, et s'ils veulent changer en euros, ils changent d'abord en épis, ensuite en euros. Ouais. Et voilà. Donc, mais sinon, en général, oui, est-ce qu'il y a une coopération entre monnaie locale? Oui, comme Thibault l'a dit, en Belgique, il y a Financité. En Allemagne, il y a aussi un réseau des monnaies locales, ainsi qu'en France, il y a 2, bien sûr, deux réseaux de monnaie locale. Et il y en a qui coopèrent. Alors, je sais qu'en France, c'est compliqué à cause parce qu'on doit vraiment être membre dans l'association afin de participer, etc. Mais voilà, je pense aujourd'hui, ou disons comme ça, je pense que les monnaies locales sont aujourd'hui dans un état où étaient les énergies renouvelables dans les années 80. Et voilà, il faut faire accroître l'acceptance, faire comprendre les gens qu'est-ce que c'est. Et jusque-là, tout le monde a beaucoup de boulot à faire et la collaboration entre les monnaies locales, ça c'est une étape qui va venir certainement. Mais à l'état actuel, voilà, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a son boulot et voilà, c'est ça simplement qui l'empêche, je pense. Ok, moi j'ai plus de questions. Si on reste, je vous propose de simplement faire signe et d'allumer vos micros et caméras. Vas-y, Delphine. Moi, j'ai une question par rapport
La monnaie digitale, donc les pylorins, vous êtes passés en digital avec une nette progression. On a des exemples dans le mouvement de la transition où ça a été un peu l'inverse, de dire qu'à partir du moment où justement c'était plus une monnaie palpable, qui avait un ancrage local, les gens en fait choisissaient la facilité des euros et du digital en euros. Enfin voilà, quelle est un peu votre expérience? Parce que Max, vous êtes aussi en train de l'envisager, je pense, ici dans les prochains mois. Et ouais, quelles sont vos craintes par rapport à ça? En fait, pour les billets, on remarque que ce sont surtout à nouveau les utilisateurs, les petits citoyens qui utilisent le billet. Eux, malgré la possibilité de l'épi électronique, sont restés principalement à l'épi en version billet. Et l'épi électronique, ils bénéficient surtout aux prestataires qui doivent échanger de grosses sommes d'argent avec leurs fournisseurs. Et donc, pour éviter de s'échanger ces billets-là, eux, on peut créer leur compte en IP électronique et ce sont eux qui, en fait, font vivre l'épée électronique. Il y a quelques citoyens qui utilisent l'épée électronique, mais ça reste anecdotique, il faut bien souligner. J'ai pas compris la fin. La fin de la question? La fin de ce que tu as dit. Donc, en fait, l'utilisation de l'épée électronique pour les citoyens, pour les utilisateurs lambda, en fait, ça reste assez anecdotique. Ce sont principalement les prestataires pour payer leurs fournisseurs qui utilisent l'épée électronique. Mais je pense que ça, c'est certainement, voilà, si vous amplifiez la publicité, je pense que les citoyens vont accepter aussi. Sinon, oui, la crainte, je ne la vois pas trop. En fait, si j'ai bien compris, bon, comment dire, les observations que j'ai faites ou les études que je lis sur les monnaies locales, il faut avoir les deux. Donc, une monnaie qui est juste digitale dès le début, il n'y en a pas vraiment qui a été un succès. Ceux qui restent toujours avec juste le papier, ça cause des problèmes aussi. Et je le vois chez nous, hein, on est en stagnation. Et aussi bien les consommateurs que les commerces, ils demandent vraiment qu'on passe au digital. Et ce n'est pas une option, on est obligé de le faire. Ça convient de plus en plus au mode de paiement de tout le monde un peu. Il y a plein de gens qui n'ont plus de monnaie en papier dans leur porte-monnaie, plus du tout. Hein. Et justement, quand même, ce que tu as dit, Delphine, qu'on peut craindre que c'est juste, comment dire, si c'est en digital, ben, c'est comme je peux utiliser Google Pay ou l'application de ma banque, ou que c'est un peu mélangé, que c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir du papier pour montrer non, c'est autre chose. Et c'est pour ça que nous, au début, quand on a lancé le projet, on se disait non, on doit faire une vraie monnaie, parce qu'on aurait aussi pu faire par exemple une carte payée. Mais là, c'est juste une autre carte. Mais avec les billets, les gens disent ah ouais, c'est vraiment des vrais billets, c'est de l'argent. Donc, pour l'acceptance, c'est important d'avoir le papier. Pour faire comprendre aux gens que c'est vraiment autre chose, que c'est vraiment une autre monnaie, il faut le papier. Après, pour qu'ils l'utilisent régulièrement, il faut avoir le digital. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Sinon, je laisse la parole à l'autre, Eric, pour une toute dernière question et le mot de clôture. Merci, merci à tous les deux. Oui, je voulais revenir le plus rapidement possible. On est passé vite sur la monnaie locale comme élément aussi de politique publique. On a vu là que dans les pylorins, donc vous attendez une décision, puisqu'on voit comme une initiative citoyenne comment ça peut agir, mais en ce moment, en fait, on voit plein d'élus au Luxembourg qui distribuent des bons d'achat pour cause de pandémie, qu'on peut dépenser dans les commerces locaux. Est-ce qu'on peut imaginer, au moins dans le canton de Redange, qu'il y ait aussi ce type d'initiative, et voire même est-ce qu'on peut payer une partie du salaire quand on est une autorité publique en béquille, sous réserve de l'acceptation, hein, ça tu nous avais bien expliqué qu'on ne peut pas l'imposer.
Mais est-ce qu'on peut imaginer aussi ce levier des monnaies locales comme politique publique, en fait? Alors, bon, pour commencer, je dois dire qu'on est soutenu financièrement par le canton de Redange. Déjà, pour avoir ça, on a vraiment dû se battre. Bon, je ne veux pas peut-être trop entrer dans les détails, mais quand le projet du Béki a été lancé en tant que projet leader en préparation, on m'a dit que après, ce serait porté et financé par le canton de Redange. Et donc, on l'a construit de cette manière, sachant que eux, ils vont le financer. Après, ce n'était pas le cas. Et on a dû se battre pour qu'ils financent une partie. Donc, ça, voilà, il faut dire merci beaucoup au canton de Redange. D'un autre côté, et je pense que Thibaut va me le confirmer, c'est très frustrant de travailler avec les politiciens, de voir comment ils ne comprennent pas la différence. Bon, aussi, ici au Luxembourg, aussi, on est un peu bloqué par la politique nationale. Ils sont quand même très stricts avec nous. Les communes n'ont pas le droit, c'est le ministère de l'Intérieur qui a décidé que les communes n'ont pas le droit d'accepter les béquilles pour quoi que ce soit, même pas pour la piscine communale. Donc là, voilà, ils sont un peu bloqués. Et autrement, oui, c'est ce que tu dis. Il y en a plein qui ont fait des bons d'achat locaux. Alors, pour encore une fois montrer la différence, un bon d'achat, quelqu'un va les dépenser dans un magasin et c'est fini. Et après, il est remboursé en euros, il place ses euros en banque et c'est ça. La monnaie locale, ça continue à circuler. Donc, si vous dépensez un béquille, il y a en moyenne, on peut dire, à peu près 6 autres entreprises qui vont en profiter. Donc, un béquille fait un chiffre d'affaires de 6 béquilles. Un bon d'achat d'un euro fait un chiffre d'affaires d'1 euro et c'est tout. Mais expliquer ça, mais la politique, voilà, il ne fonctionne pas toujours de manière logique. Si c'est trop compliqué à expliquer aux citoyens, ils préfèrent donner les bons. C'est comme ça. Maintenant, on a eu, et ce qui est rigolo, c'est que vraiment 2 journalistes m'ont téléphoné disant que, mais voilà, il y a plein de communes maintenant au Luxembourg qui donnent des bons d'achat à leurs citoyens ou en quelque sorte ou autre pour soutenir le commerce local. Alors, le béquille, c'est beaucoup mieux, c'est parfait, vous avez ça. Alors, est-ce qu'ils ne font rien? Je dis, bref, bon, je ne sais pas. Et maintenant, on a lancé quand même, ça c'est l'idée d'un élu local, lancer une plateforme shoplocal.lu où on aurait pu acheter des bons pour dépenser dans le canton de Redange. J'étais un peu, enfin, ils étaient de bonne volonté, et pourtant j'étais un peu fâché. Je me disais, on a le béquille, pourquoi on a des bons pour dépenser dans les commerces locaux? Pourquoi on ne prend pas ça? En plus, c'est beaucoup mieux. Si les gens maintenant pensent que les bons sont aussi bien que les béquilles et ils vont acheter moins de béquilles et plus de bons, ben c'est négatif, les résultats sont négatifs parce que les béquilles, ils font plus de chiffre d'affaires. Et donc voilà, ça a été une longue discussion et en fin de compte, ils ont compris que c'est mieux de le faire en béquille et ils le font en béquille maintenant, alors que bon, ça a été lancé, ça a été financé par les 10 communes du canton de Redange, alors qu'il n'y a aucune commune qui a encore commandé des béquilles sur cette plateforme. Donc voilà, d'un côté, ils financent une partie, comme ça ils peuvent dire bah oui, on le supporte. D'un autre côté, ils ne font rien avec. Parce qu'ils ont peur qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est trop anti-euro et voilà, ils vont pas être populaires s'ils soutiennent les béquilles. Donc, parce qu'on reçoit jusqu'à 60 000 euros par an. Et en fait, 60 000 euros, c'est 5% de 1,2 million. Donc, c'est-à-dire, s'ils dépenseraient 1,2 million de béquilles, ça revient à la même chose. On encaisse les 5%, c'est 60 000 euros. Ils n'auront pas besoin de nous donner de l'argent. Simplement, ils pourraient faire leurs dépenses en béquilles et ça revenait à la même chose, sauf que plein de commerçants seraient très contents d'avoir beaucoup plus de clients. Mais bon, non, c'est compliqué avec la politique. Et je pense que Thibaut, voilà, il peut très bien le confirmer, parce qu'eux, ils n'ont pas ce problème que c'est défendu, je pense, pour les communes de travailler avec la monnaie locale. Non, donc justement, on a, j'ai entendu pas plus tard, la semaine passée, une conseillère communale dans une commune du Volti, je ne sais plus si c'était Ciné ou Marche, qui avait demandé à ce que les jetons de présence des conseillers au conseil communal puissent se faire sur base volontaire en monnaie locale.
Et alors là, vraiment, ça dépend des groupes politiques en place. Et il y a des communes où ça a fonctionné. Là, en l'occurrence, pour la commune de Sydney, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle demande pour l'Épis-Lorrain dans une des communes de la Lorraine belge dans pas longtemps. Mais encore une fois, Virton est vraiment très avant-gardiste en ayant proposé à ses élèves des écoles communales des bons de 25 et puis donc en monnaie locale. À Arlon, on en est resté aux chèques commerce qui sont valables dans les commerces du centre-ville, malgré le fait qu'il y a un lundi où seul 30% de la monnaie de la valeur dépensée au final reste sur le territoire à travers les salaires des employés, le reste qui va à la maison. Donc, voilà. Je pense qu'il y a une commune exemplaire et c'est la commune de Bayonne, dans le Pays Basque français, et qui a porté plainte 3 fois, à 3 étapes, pour pouvoir accepter et dépenser l'OESCO, la monnaie régionale du Pays Basque. Et bien sûr, ça c'est exemplaire. Si moi je serais bourgmestre, je l'accepterais et point. Et il pourrait porter plainte et on va voir ce que ça donne. Mais bon, je ne suis pas bourgmestre. Donc, on va s'arrêter là. On arrive au fin du temps. Il y a une dernière question sur le gong de Delphine que je profite pour saluer parce que c'est une des grandes artisanes de ces Transition Day. Donc, tu voulais poser une dernière question et puis après, je vais faire juste un petit mot de conclusion et donner les prochains rendez-vous. Et je l'interroge quand elle a la bouche pleine. Donc, merci, oui, c'est trop sympa. Voilà. Bonne ambiance dans les Zooms. Non, oui, enfin, je voulais mettre en avant la proposition que Becky a fait pendant ces temps de Covid, avec un élan de solidarité et une incitation ouais, à prendre des bons d'achat pour plus tard, pour quand les commerces réouvraient. Et je voulais savoir, voilà, en quoi que tu puisses mettre en avant en quoi une monnaie locale est aussi facilitateur. Moi, je m'avais vraiment pris au dépourvu, pardon. En quoi il contribuait du coup à cette, à cet élan-là, à cette solidarité-là et à ce maillage territorial. Voilà. Merci. Donc, si j'ai bien compris, je ne suis pas sûr. En fait, on avait un problème pendant le confinement, et encore toujours, par le simple fait que le béquille n'existe qu'en papier. Et les gens, il y avait une forte polémique ici au Luxembourg que voilà, on peut s'infecter avec des billets d'argent. Et donc, plus personne ne voulait prendre des béquilles. Et aussi, tous les commerces étaient fermés, les banques étaient fermées, on ne pouvait pas en acheter. Et voilà, donc c'était un véritable problème. Alors, et ce qu'il faut dire aussi, bien sûr, que si les commerces sont fermés, ben, même une monnaie locale ne peut pas aider, hein, parce qu'on ne peut pas les dépenser. Donc là, ça ne sert à rien. Ce qu'on a fait, donc, au début du confinement, on était les premiers au Luxembourg à vendre des bons des commerçants. Donc, sur notre site, les gens ont pu acheter, enfin, pour les commerces qui étaient fermés, les restaurants, etc. Donc, sur notre site, les gens ont pu commander ces bons d'achat et ils ont payé en euros sur notre compte. Et ça, nous, on a échangé en béquille et donné aux commerçants. Donc, et ça a quand même pas mal rapporté. Il ne faut pas négliger non plus, je ne sais pas comment vous faites pour le béquille en fait, mais nous, lorsque on engrange des euros avec les gens qui échangent des euros contre des équivalents, évidemment, ces euros-là, ils ne restent pas sur notre compte en banque. Comme je l'ai expliqué, on en réinvestit quand même une bonne partie dans les coopératives locales. Et donc, ça également, ça contribue à soutenir la dynamique de l'économie locale. Ok, ben, merci beaucoup. Ça fait une belle conclusion de terminer par ce volet-là, puisque c'est l'actualité, de dire que c'est des monnaies aussi résilientes qui permettent de réagir aux situations. Donc, merci infiniment à Thibaut et Max. C'était une performance, parce que ce n'est pas facile de parler d'économie, donc de cette risquer à nous expliquer le dilemme croissance, emprunt, dette. C'est voilà, parce que c'est ce qui fonde aussi ces créations de monnaie locale.
qui ne sont pas qu'un enjeu en fait, de relocalisation, mais aussi de définanciarisation de l'économie, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est extrêmement important et ça montre surtout que ce n'est pas Tina, quoi, comme disait Thatcher, there is no alternative. Si, il y a des alternatives, on le voit, elles sont en train de se multiplier. Tu as pris la belle allégorie en fait, des énergies renouvelables. Les premiers panneaux photovoltaïques posés, ça a créé plus de suspicion que d'adhésion. Et puis, on s'est accroché. Maintenant, c'est devenu de plus en plus mainstream. Je crois que ça peut être pareil pour la monnaie. L'impact aujourd'hui économique est plutôt faible, mais il est très fort au niveau symbolique. Il est très fort pour dire que c'est possible de faire autrement. Il faut qu'on les multiplie dans les territoires. On se met en réseau, comme tu le disais. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ça montre qu'il y a l'espoir de faire autrement dans un pays où la finance est évidemment omniprésente. On ira le voir, le ministre de l'Intérieur. On va lui expliquer les choses quand il y aura 5 monnaies locales. Il ne pourra pas faire autrement que de changer sa politique. Sinon, on le changera lui. Donc, je crois que c'est ça la logique. Et alors, pour ceux qui n'auraient pas que des béquilles, si vous avez quelques euros et que vous ne savez pas quoi en faire ou vous avez des doutes de là où vous les avez mis, demain, on vous invite en fait avec Ethica donc, à faire le tour de ce système financier et tout ce qui tourne autour des finances éthiques et solidaires. Il y a aussi des alternatives en ce sens. On a évoqué Triodos tout à l'heure où donc l'EPI Lorrain met son argent pour le court terme. Il y a d'autres structures comme ça. Et donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Bon, il est tard, donc on a perdu quelques personnes au fur et à mesure, mais c'est ça aussi le principe. On est chez nous, on vient, on reste le temps qu'on veut. En tout cas, c'était vraiment incroyable. Merci Marine. Vous avez le lien là pour demain. Donc à demain pour ceux qui sont intéressés aussi par le thème. Encore une fois, merci à tous et bonne soirée alors. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup à l'organisation. Merci à tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.